On suppose que la bièvre passait sous cette ogive et il y avait également sous cette ogive une cuve dans laquelle les artisans faisaient des couleurs pour les tapisseries qui étaient fabriquées à côté. Effectivement, on a longtemps pensé que nous étions alimentés donc, par l'eau de la Bièvre et la légende a voulu que tout le monde aime mes pâtes à cause de l'eau de la Bièvre. Alors ça, c'est les infiltrations de la Bièvre quand elle n'est pas canalisée. Elle s'infiltre partout où il y a des possibilités. Le terrain est un peu comme une éponge. Les gens les plus anciens ont connu, là encore, à la Bièvre découverte. Mais maintenant, il n'y a plus grand monde qui s'en rappelle. Ou en tout cas qu'il l'a vue, car on en parle encore beaucoup de cette Bièvre, seule rivière à avoir jamais coulé dans Paris en dehors de la Seine, et qui est encore très présente dans la mémoire des rues. C'est vrai, la Bièvre a totalement disparu de la carte de Paris après avoir traversé pendant des siècles son quart sud-est. Aujourd'hui, elle ne coule plus librement que de sa source aux portes de Versailles, jusqu'ici à Antony. À Paris, elle s'est perdue, comme attirée, égarée par les lumières de la grande ville. Mais peut-on vraiment faire disparaître une rivière ? Voici Gérard Comte, historien, autodidacte et fier de l'être, infatigable découvreur d'anecdotes et amoureux de Paris. La Bièvre, chantée par Bruant, décrite par Rousseau, il la connaît bien, mais seulement à travers les livres. Il ne l'a jamais vue qu'en photo dans les rues de Paris. Sur son itinéraire, il est incollable. Au sud du XIIIe, la Bièvre entre à la poterne des Peupliers, elle longe la butte aux Cailles, franchit le boulevard Arago, traverse l'annexe du Jardin des Plantes, avant de se jeter dans la Seine au pont d'Austerlitz. Que reste-t-il aujourd'hui de la Bièvre? Quelles traces a-t-elle laissées? Et surtout, où est-elle passée? C'est à la bibliothèque historique de la ville de Paris que l'on trouve les plus belles traces photographiques de la rivière disparue. La Bièvre, ça faisait partie d'un décor, ça faisait partie d'une activité, et c'est normal que maintenant ça fasse partie d'une sorte de mythe. Il y a toute une légende, c'est quand même une rivière qui est morte, enterrée, mais qui survit encore, on en parle. Il y a une personne qui m'a affirmé qu'elle buvait de l'eau de la Bièvre. Quand je sais qu'il y en a des gens qui me disent qu'en 26, 27, ils ont vu la Bièvre couler dans Paris, ça non. Ça, je ne suis pas du tout persuadé qu'on soit en mesure de trouver des souvenirs concrets de la Bièvre maintenant dans Paris. Des cartes postales, oui. Des cartes, certainement. Mais des souvenirs actuels, ça m'intéresserait de voir ça. À la recherche de la Bièvre ou de ce qu'il en reste, c'est parti pour Gérard Comte. Première direction, l'ancienne manufacture royale des Gobelins. C'est en bord de Bièvre que Jean Gobelin s'est installé au XVe siècle. Il doit bien y avoir une raison. Et puis, d'où vient ce fameux rouge des tapisseries? L'eau de la Bièvre y est-elle pour quelque chose? Bref, ici, de quoi se souvient-on? Vous voyez, monsieur Comte, la Bièvre coulait 3 mètres plus bas. Et alors là, vous êtes en train de refaire le geste que devaient faire les teinturiers déjà à l'époque? Oui. Mais la Bièvre, elle s'appelait aussi la rivière des Gobelins, faut pas l'oublier. Hein. Oui. Mais alors, pour quelle raison ils sont venus s'installer sur les bords de la Bièvre? C'était quand même pas particulièrement un endroit... Pourquoi ils ont choisi la Bièvre? Une des raisons fondamentales, c'est que la Seine avait des inondations assez catastrophiques. Tandis qu'évidemment, comme la Bièvre était un des affluents de la Seine, bon, c'était une petite rivière tout à fait calme. Et puis ils travaillaient après les corporations de tanneurs et de mégissiers qu'il y avait justement à côté du Score-le-Gat. Mais dites, il y a une légende, le célèbre rouge des Gobelins, est-ce qu'il devait quelque chose à la Bièvre? Eh bien, nous pensons que oui. En amont des Gobelins, il y avait le corps des mégissiers et le corps des tanneurs. Et lorsqu'ils tannaient leur peau, il y avait les produits de la crème de tartre et du tanin partout au fil de l'eau. Et donc passaient devant la teinture des Gobelins.
Et les frères Gobelin, évidemment, se sont rendus compte que ça aidait à une meilleure fixation des colorants et des pigments sur la fibre de laine et ont obtenu des rouges absolument somptueux. Et c'est ce qui a fait un petit peu leur richesse, quoi. C'est grâce à la bièvre. Et voilà les couleurs des Gobelins modernes. Oui, c'est un séchoir qui nous aide à sécher les laines. Eh oui. Voilà l'abattage. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que les Gobelins, en fait, c'était des teinturiers, c'était pas des tapissiers. Oui. Alors, autrement dit, c'est quand même grâce à la bièvre et toutes les industries qui se sont groupées autour d'elle que les Gobelins ont acquis cette réputation mondiale et puis qu'elle la conserve et qu'elle la maintient. Oui. Même que la bièvre n'existe plus. Absolument. À quelques pas des Gobelins, un square, en fait l'ancien potager de la manufacture royale. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas la bièvre? Non, non, c'est une fausse bièvre. C'est en mémoire de la bièvre. Ah oui, parce qu'elle coule pas. Bah oui, mais je vais la remettre en route, monsieur. Ah mais merci, comme ça. Ça me donnera l'illusion que la bièvre coule Voilà. encore. Ici, c'était pas un square. Non, 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 ça. C'était un potager. C'est-à-dire, les gens de la manufacture des Gobelins, moi j'ai connu en arrivant ici en 1973, le dernier poirier qui se trouvait sur la grande pelouse qui est là-bas à côté de notre local. Avec des poires comme ça. Mais là, il y avait deux bras de la bièvre. Il y avait deux bras de la bièvre. Il y en a un qui repassait sur la rue Berbier du Mai. Ah d'accord, de l'autre côté. De l'autre côté. Oui, oui, bah, c'était une île. C'était une île. Et là, il y avait des singes. Les battleurs avaient des singes. À l'époque. Ah oui, oui, des singes réels. Hein. C'est-à-dire les battleurs, les amuseurs de foire, tout ça, les tanneurs, c'était toute une sorte de village ici. Et ils avaient des singes en liberté qui étaient dressés. Un peu comme dans le temps les ours, vous voyez, les gens de cirque et tout ça. Les singes, en fait, les voici. Dans ce quartier populaire, ce sont les habitants qu'on avait baptisés ainsi. Dans l'île aux singes, traversée par la Bièvre, c'est la misère qui régnait. Insalubrité, cris, gesticulation, d'où certainement ce surnom peu flatteur. À la glacière, chanté par Aristide Bruand. Lui, quand il était tout petit, il faisait des galipettes dans le lit. La Bièvre, quelle jolie rivière, la glacière. C'est ici, précisément, en dessous de cet arche de métro plus grand que les autres, que la Bièvre traversait le boulevard Blanqui. Au bord de la rivière, à l'époque, une singulière demeure dont on parle encore dans le quartier. La Folie-Neubourg, du nom du financier qui l'a fait bâtir en 1760. Robespierre y habita, puis Corvisart, le médecin de Napoléon. Rodin y travailla avec Camille Claudel. Plus tard, le bâtiment en ruine accueillit les contrebandiers. Aux portes de Paris, ils utilisaient la Bièvre pour faire entrer clandestinement du tabac. La dernière locataire de ce singulier logis fut une blanchisseuse, morte il y a 40 ans. On l'appelait la mère Camille. Le bruit courait dans le quartier que la maison lui avait été donnée par Napoléon Ier. Alors ça, c'est de la légende, on n'en sait rien, on l'a affirmé, mais rien ne permet de le prouver. Bon. Alors ça, c'était la Folie-Neubourg. Écoutez Renaud, vous connaissez le secteur, ça fait des années que vous le courez dans tous les sens. Bon, ça c'est la Folie-Neubourg, elle n'existe plus, ça je le sais, elle existe sur carte postale, en réalité, elle a tout à fait disparu. Ça laisse supposer que le reste, ça doit être à peu près pareil, on ne va rien retrouver sur la Bièvre actuelle dans Paris. Il faut marcher, il faut pas mal marcher même, il faut se promener, il faut rentrer un petit peu à droite et à gauche, et on s'aperçoit qu'il subsiste quand même, sur tout ce parcours-là en tout cas, d'anciennes mégisseries, d'anciennes tanneries, d'anciennes blanchisseries, bon, qui ont été évidemment rachetées par des propriétaires particuliers, par des artistes, etc. Et puis il reste surtout, sur un simple plan de Paris, la courbe de certaines rues, qui présente une particularité, qui est tout simplement celle d'épouser la courbe même de la rivière.
Alors là, je vais vous montrer une trouée, comme il y en a d'autres dans Paris, mais celle-ci, elle est particulièrement significative, qui correspond exactement à l'ancien bief de la photographie. Ah, le bief de la photographie. Voilà. Oui, Donc le bief et la bièvre, donc coulés juste à l'emplacement. Alors des petits ateliers qui ont été construits par la suite, comme toujours, il faut récupérer donc du terrain, mais par contre, sur une carte postale qui est prise de là-bas, on voit également une ancienne mégisserie qu'on voit très très bien au premier plan. Donc d'accord. Alors là, nous sommes au Jardin des Plantes, ou plus exactement l'annexe du Jardin des Plantes, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle. Et ce petit chemin de terre qui est assez imprévisible dans Paris recouvre très exactement le lit de la Bièvre. Avec, d'ailleurs, on voit très bien la courbe ici. À partir de là, vous avez donc là où on entend les voix des enfants, c'est une école actuellement, c'était d'anciennes mégisseries. L'école a été construite donc dans ces anciennes mégisseries que l'on retrouve sur certaines photos. Et là, c'est le bief Buffon. Donc qui dit bief dit tannerie, mégisserie, etc. Alors dans ce quartier qui a été profondément chamboulé, il faut vraiment avoir l'œil. Par exemple, ce décrochement-là a été exactement construit autour du crochet final, non pas de la Bièvre, mais d'un petit canal de dérivation, donc artificiel, qui a été construit entre les deux bras de la Bièvre. Ah oui, alors, on pourrait passer 50 fois dessus sans s'en rendre compte. Alors cela dit, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le quartier de la Glacière, et que ce petit canal, donc très peu profond, était destiné à fabriquer de la glace. C'est de l'eau stagnante, hein. Oui, évidemment, il n'y a pas le courant. Bien sûr. Et il y avait également des étangs, pas mal d'étangs dans le. Alors les étangs où les Parisiens faisaient du patin à glace en hiver. Alors ici, on voit très bien la courbe de la Bièvre, qui est matérialisée donc par cette série de constructions. C'était supprimé ici, enfin comblé en 1875. Il faut se rappeler qu'on était donc encore en pleine campagne. Oui, encore un petit air de campagne. C'était des jardins, quoi. Et alors ce qui est intéressant surtout, c'est ce mur qui lui a été construit juste dans le lit donc de la rivière comblée. Pour délimiter les propriétés. Absolument. Et comme la Bièvre a été comblée définitivement en 1912, il y a des endroits dans Paris où ce mur servait donc à délimiter les propriétés, mais il y a eu des procès jusqu'en 1925. Oui. Entre riverains. Pour des riverains sans rivière. Dans les 5e et 13e arrondissements, ils sont nombreux ceux qui croient savoir où coule encore la Bièvre. On dit même que chez un boulanger de la place de Rungis. Je vais vous montrer ce qu'on dit dans le quartier. Paraîtrait-il que la Bièvre descendrait en bas de chez moi. Mais là où ça? C'est pas... Bah, derrière ce panneau. Derrière ce panneau. Ah, le panneau, là. Ouais, oui, depuis que je suis ici, il y a 14 ans, c'est ce qu'on me dit. Est-ce vrai? On ne sait pas. On peut regarder. Bon, ben... Vous voulez un coup de main pour... Oh, ça devrait aller. Je sais pas. On va débrancher le tuyau de gaz. On va prendre le petit. Oh. Voilà. Bon. Ah oui, il y a une porte là. C'est la surprise. Hein. Plutôt. Mais dites donc, c'est vachement... Prendre la torche. C'est vachement profond. Oh là là, oui. Regardez-moi ça. Oh là, dites donc. Ça m'a l'air fermé au fond. Ah oui, ça c'est... Ah ben, ils ont fermé un peu partout, mais... Ah mais ça c'est curieux, attendez. Quand on regarde bien... C'est vraiment le niveau d'origine, ça. Ouais, bah dites donc, ça se cache bien. C'est la première fois que vous ouvrez ça, non, quand même pas. Bah, j'ai ouvert quand j'ai changé mon compteur d'eau, mais j'étais pas là, donc j'ai pas vu. Oui, évidemment. Ah ben dites donc, c'est quand même d'époque. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que dans le 5e, paraît-il que chez un quincaillier, il y aurait une descente semblable à celle-ci. Une descente comme ça? Oui, oui. Ah, écoutez, je vais aller voir. Pour aller voir la Bièvre. Parce que c'est pas compliqué, hein, si on veut la retrouver. C'est sous terre, hein, maintenant. Ah oui. Et ça, là, qu'est-ce que c'est, là? C'est un anneau qui servait pour descendre les baquets des tanneurs par l'escalier, mettait un cordage et descendait jusqu'en bas pour les rincer dans la Bièvre. Pour les rincer dans la Bièvre. Et donc l'escalier se trouve par là. Ah bah alors vous me montrez le chemin, parce que là je suis un peu perdu. Ah oui, mais ça c'est... Oula. Et voilà, le pont en pierre. Oui, alors ça, celui-là, on descendait les... Il est d'époque, hein.
Voilà. Oui, mais en fait, il est juste en dessous de l'anneau. Voilà, dans l'axe. Ah oui, oui, oui. Et là, ça, c'est le quai. Donc la bièvre était là. Donc elle passait là. Ah oui, oui, elle passe là. Puis d'ailleurs, quand il y a des orages, moi je l'entends là. Hein. On l'entend couler, hein, quand il y a des orages. Hein. Non, mais elle n'est pas là, elle est plus bas, non? Elle est là, elle passe là. Elle passe là, la bièvre. Ici, exactement. Ah d'accord. Ici. Oui, oui, donc, et au bout là-bas, il y a même des, comme des trous. Des regards. Comme une grille, si vous voulez, ancienne. Et quand vraiment il y a des orages, l'eau remonte par là. Hein. Ah ben oui, alors c'est même plus qu'elle vit, elle se fait comprendre. Eh ben dis donc, je suis bien content d'avoir vu ça. Alors c'est donc par là qu'il devait descendre, les tonneaux. Des clayettes sur la façade, en bois, vous savez, comme des volets. Et vous n'auriez pas ça dans votre cour, ou tout au moins, est-ce que vous le connaîtriez dans le quartier? Non, non, je connais pas, non. Bah écoutez, tant pis, je vais chercher plus loin. Je connais pas, non. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Non, parce que d'après mes déductions, je pense que votre salle devait se trouver juste à côté de la Bièvre, mais ça mérite évidemment une petite vérification. Ah oui, mais ça me rappelle des vieux souvenirs. Ouais. Du temps où j'étais projectionniste intérimaire, quand j'étais étudiant. Ouais, ça remonte à... C'était il y a une bonne trentaine d'années, pour ne pas dire 40 et plus. Voilà, c'est là où vous devez trouver ce qui vous intéresse. Oui. Ah ben oui, c'est bien ça? Ah oui, ça n'a pas de problème, ça c'est... Voilà, c'est le bief que je cherchais. Puis alors le bâtiment d'en face, là, c'est... Ah ben, il est d'époque, hein. On retrouve toutes les structures des tanneries. Ça se reconnaît parce que vous avez les clayettes qui sont là, qui sont peut-être pas d'origine. C'est les planches de bois, là? Oui, les planches de bois. Ben, c'était comme des volets que l'on ouvrait et que l'on fermait. C'était pour permettre les courants d'air pour faire sécher les pots. Alors les pots qu'on rinçait dans la bièvre qui passaient en bas. Et alors on les faisait sécher après. Alors inutile de vous dire que l'arôme dans le quartier, ça fleurait la marjolaine. Hein. Et en monte quand votre cinéma? L'Escurial, je crois que c'est 1911. 1911, c'est-à-dire un an avant qu'on ait recouvert la Bièvre. Je pense que c'était certainement une dépendance d'une tannerie ici. C'est peut-être même une ancienne tannerie. Je me souviens surtout des bâtisses. Je me souviens de l'odeur. Et puis ça n'en finissait pas parce qu'il y avait tout un tas de petites rues. C'était un quartier entier où passait la Bièvre avec des bras qui allaient d'une rue à l'autre. Et alors moi ce que je me souviens, c'est évidemment ce sont des odeurs de ces pots que l'on voyait, dont certaines apparaissaient à travers les volets du quartier. Autant que je m'en souvienne, ça n'était pas désagréable comme odeur. En bord de Bièvre, au fil des siècles, des meuniers aux tanneurs, des blanchisseurs aux mégissiers, se sont installés tous les corps de métier pour qui l'eau était indispensable. Autour des gobelins, on dit même que certains soirs, si l'on tend bien l'oreille, on peut encore les entendre. Inévitablement, la rivière surexploitée s'est peu à peu transformée en cloaque, qu'il a bien fallu faire disparaître. La Bièvre, de la fin du 19e jusqu'en 1912, les hommes l'ont peu à peu recouverte. Elle a rejoint les égouts. C'est ici, à la poterne des Peupliers, que la Bièvre entrait autrefois dans Paris. Elle serpentait dans un couvent, aujourd'hui jardin public. Alors vous, qui êtes un ancien du quartier, hein, on peut dire que ça a quand même singulièrement changé le secteur. Ah, bien sûr.
Et bon, il n'y avait pas ce jardin aménagé comme maintenant, il n'y avait pas le bassin et puis les jets d'eau. C'est pas l'eau de la Bièvre. Hein. Non, ça je m'en doute. Mais est-ce que vous y êtes baigné dans la Bièvre? Oh non. Oh non. Et on ne pêchait pas non plus. Donc c'est fini tout ça. Elle ne servait plus à rien alors. C'est bien pour ça qu'on l'a recouverte un peu partout. D'après vous, il reste encore quelques souvenirs visibles de la Bièvre dans le coin? Non, vers Paris, il n'y a plus rien. Tout est emblayé, il n'y a plus rien maintenant. Mais vous pourriez voir, en continuant un peu par là, il y a encore un ancien, l'huissier d'un ancien pont. Ah oui, qui est sur la Bièvre, voilà. Parce que, voyez-vous là, il y a un pont, un peu plié. Oui. C'est signe qu'il y avait de l'eau. Oui. Alors ce qu'il faudrait voir, c'est si par exemple cette eau avait pu traverser la rue, on pourrait peut-être regarder dans votre sous-sol si jamais il y avait quelque chose qui m'indiquerait. Il y a une trappe. Il y a une trappe, donc on peut regarder. Allez, voilà. On va allumer parce qu'on n'y voit rien du tout. Je vous emmène. Oui, je vous suis. Ben voilà la fameuse trappe. Ah oui. Oui. Aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Vous croyez qu'on peut la soulever? Attendez. Hop. Oula, là, voilà la Bièvre. Ah ben dites donc. Ah mais c'est vachement large. Et il y a le courant. Il doit y avoir là. Il faudrait... Il y a un bruit de chute au bout. Oui, mais enfin ça, non. Vous voulez pas la remonter? Ah non, ça, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle est devenue dans Paris. Il n'y a qu'une solution, c'est les égouts. Faut avoir le pied marin. Ah oui. Attention à la tête. Ouais. Hop. La rue Corvisart. Si je vais pas lui, il faut pas que je me perde. On joue les Jean Valjean, dites donc. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Venez. Ah, voici. Ouais, voilà. C'est plus ancien que l'égout, ça. C'est le pont. C'est le pont de la... C'est le pont du moulin de Croulebarbe. Je vais vous montrer. Voilà une gravure là, qui est de grosso modo 1830, qui représente le moulin de Croulebarbe. Et le pont en question, le voilà. Et c'est sur ce pont que Marius rêvait à Cosette. Ah ouais. Il y a une autre voûte là par ici. Oui. Ouais, revêtement continuel encore. Hein. Oh. Alors, salut collègue. Attention à la tête. Ouais, c'est ce qui me reste de plus précieux. Ah. Bièvre rue Croulebarbe. Alors ça, c'est la preuve que nous sommes dans le lit de la Bièvre. Alors là, je suis content d'avoir découvert ça. Et ça, sans vous, j'aurais certainement pas pu imaginer que le lit de la Bièvre existait encore. Fin de l'aventure, mission accomplie, dans l'esprit de Gérard Comte, c'est comme si la Bièvre avait retrouvé ses rues d'origine. Tout près d'Austerlitz subsiste encore l'ancienne sortie de la Bièvre, dont l'eau mêlée aux égouts
se mélange toujours au flot de la Seine. Je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu. Il n'y a qu'une seule chose que je crains. C'est que ces petits souvenirs, l'arche du pont, du moulin de Croulebarbe, la plaque qui vous indique la Bièvre, c'est très fragile comme souvenir. Si ça disparaît, à ce moment-là, on nous arrache une partie de notre patrimoine populaire. Et à force justement de démolir les petites choses, on ne comprendra plus les grandes.